Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de revenir, mais très rapidement, sur les principes clés de cette solution et puis par la suite, de vous donner des éléments, on va dire, un peu plus deep dive sur la partie technique. On va parler notamment des différences entre les différents cloud service providers. J'entends par là, vous savez, aujourd'hui, un Threat Permission Management permet d'aller rechercher, identifier quelles sont les identités qui sont utilisées, etc. On va en parler tout à l'heure. Et aujourd'hui, il y a trois principaux cloud service providers qui sont supportés. Donc, on va parler des différences clés qu'il va y avoir en termes de terminologie, par exemple, entre Azure, AWS et GCP. On va faire un petit tour dans l'interface quand même, Threat Permission Management. J'ai des slides qu'on vous enverra sans doute par la suite. Mais là, l'idée, c'est de naviguer un peu plus sur les différentes options qui sont possibles. Et enfin, parce que pour tout projet, ça doit évidemment commencer par le onboarding. Et donc là, j'ai quelques slides pour vous qui vont expliquer un peu quelles sont les différentes étapes pour faire de l'onboarding sur Azure, sur AWS, sur GCP. Personnellement, je ne suis pas un expert côté GCP, mais vous allez le voir, c'est quelque chose qui se fait assez facilement. Donc, c'est notre menu du jour. Du coup, pour les 45 prochaines minutes à peu près, ça va être de ces items-là dont on va parler. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans le chat. Faria, ici présente, que vous connaissez certainement, pourra y répondre pendant que je déroule la présentation. Donc, voilà, c'est notre menu du jour. Du coup, on va commencer par un petit overview plutôt d'intra permission management. Mais encore une fois, ça va être extrêmement rapide. Nous en avons déjà parlé lors de la précédente session. Et donc, si vous avez des clients qui vous demandent, mais alors du coup, pourquoi intra à quoi ça sert ce machin, entre guillemets. En gros, aujourd'hui, vous allez retrouver cette tendance de fond d'aller vers le cloud. Ça, je sais qu'il n'y a pas de débat. Mais il y a aussi une autre tendance qui se veut que, et je pense particulièrement en France aussi, on ne va pas mettre tous les œufs dans le même plat. Et donc, en gros, vous allez voir des clients qui vont aussi, du coup, partir vers des environnements multi-cloud et pas uniquement à base d'Azure, par exemple. Et il est clair que vous avez des constats où la plupart des permissions qui sont assignées dans ces environnements multi-cloud ne sont pas nécessairement utilisées. Vous avez des rôles qui sont prédéfinis et des fois qui peuvent être plus simples à assigner à un utilisateur. Mais lorsqu'on parle du principe de Zero Trust et du principe de least privilege, on recommande aussi d'assigner le just enough permission, donc juste le niveau de permission requis pour faire le travail. Et donc, en quelques mots, cette solution intra-permission management sera utile non seulement dans toute stratégie Zero Trust, mais du coup, elle va permettre aussi d'identifier le gap quelque part entre les permissions qui sont assignées et les permissions qui sont réellement utilisées. Donc ça, c'est sur la partie discovery. Mais on va avoir aussi des capacités d'investigation et de rémédiation qui seront possibles, dont on va parler par la suite. Pardon. Et donc là, en termes de la façon dont on va manager ces permissions sur ces environnements multi-cloud, donc on va avoir un peu l'approche statique qui se veut qu'on va assigner les permissions du coup basées sur les rôles et les responsabilités de tout un chacun. Je suis security admin, donc on va m'assigner le rôle security admin ou même global admin. Ça arrive dans certains environnements. Et les permissions sont aussi assignées de façon manuelle, sans qu'il y ait de barrière de temps. C'est-à-dire, je suis admin, j'ai ma permission admin qui est assignée, même si au final, je n'utilise pas forcément toutes ces permissions supplémentaires qui me sont données. Et enfin,
le clean-up, le nettoyage justement de ces permissions lorsqu'il y a un départ, par exemple. Ça, c'est des choses qui sont faites aussi manuellement. Et en fait, vous allez voir ces 3 use cases, ça va être des choses qu'on va pouvoir couvrir avec cette solution intra-permission management, mais de façon dynamique. Et on va se dire que les permissions, on va les assigner, mais au lieu que ce soit de façon statique, ce sera plutôt basé sur l'utilisation réelle. Donc, on va aller vérifier dans les cloud service providers, que ce soit Azure, AWS ou GCP, quel est réellement l'usage que vous faites des droits qui vous sont donnés. Et en fonction de ça, on pourra créer des rôles custom qui vont vous donner juste le niveau de permission dont vous avez besoin. La solution intra-permission management pourra aussi permettre, par exemple, d'assigner du just enough, just in time access sur des services principals, par exemple. Là, le use case, c'est vous avez, par exemple, un script qui tourne tous les lundis à 14 heures avec un certain niveau de permission. Et du coup, on va donner cette permission à ce service principals uniquement le lundi à 14 heures. Et après cette barrière-là, on va réduire de façon automatique les permissions qui sont assignées. Alors, le service, il est dispo. Ça va pas être une licence MI5, ça va être vraiment quelque chose de custom qui va être basé sur un certain nombre de ressources. Donc, je laisserai Faria vous mettre le lien sur le pricing. Et dans tous les cas, si vous avez des clients pour lesquels le pricing, c'est vraiment un sujet ou que parce que ils ont énormément de ressources que ça peut coûter extrêmement cher, sachez que ce qu'on vous donne aujourd'hui, ça va être le pricing public, mais il y a toujours une option d'avoir un pricing négocié auprès des équipes de compte. Mais voilà, donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte et je laisserai Faria vous donner ces informations dans le chat. Très bien. Donc, je vous l'avais promis, la première partie, c'était vraiment un overview très, très rapide. Si vous voulez revenir sur l'overview, sachez que on a déjà fait une présentation dans ce sens, donc on pourra aussi vous envoyer le lien par la suite. Maintenant, mettons-nous dans la peau d'un partenaire, en fait, qui doit déployer justement cette solution intra-permission management chez un client. Il faut savoir qu'il y a différentes phases par lesquelles il faudrait passer qui peuvent prendre du coup plus ou moins longtemps en fonction de la taille de l'infrastructure et aussi en fonction de la facilité avec laquelle vous pouvez avoir les droits d'admin, parce que ça aussi, des fois, c'est une information qui peut être relativement compliquée à avoir, identifier la bonne personne qui a les bons droits pour vous donner aussi accès non seulement aux tenants, mais aussi pouvoir déployer cette solution intra-permission management. Donc là, il va y avoir globalement 4 phases. La première phase, ça va être la phase d'onboarding où on va s'asseoir avec le client. On va dire, écoutez, OK, vous avez aujourd'hui un environnement Azure, AWS, GCP. On commence par lequel et on n'est pas nécessairement obligé d'onboarder toutes les souscriptions, par exemple. Et on va voir les différentes terminologies en fonction des autres services, des autres cloud service providers. Mais en tout cas, cette phase-là, elle est indispensable. Et après cette phase de déploiement, et on va voir quels sont comment on le fait par exemple sur la partie Azure. Généralement, les best practices, c'est de laisser tourner un peu entre 24, 48 heures, ou peut-être même un peu plus en fonction de la taille de l'environnement. Et du coup, par la suite, s'asseoir avec le client et puis regarder ensemble quels sont les différents rapports pour voir quels seraient éventuellement les next steps. Et parmi les différents rapports qu'on va pouvoir consulter, ça va être, par exemple, on va analyser c'est quoi le PCI, voir quels sont les utilisateurs qui ont trop de permissions, quels sont les services principaux qui ont trop de permissions. Est-ce que, par exemple, sur Azure, vous avez des identités qui permettent d'accéder à des S3 buckets, par exemple. Et donc, vraiment analyser ces différents rapports avec le client afin d'identifier un chemin clair sur du coup, comment arriver à l'étape
suivante et qui est l'étape de rémédiation, du coup. Et ça, on va le voir aussi par la suite. Enfin, comme dans tout projet, en fait, ça doit aussi être, ça peut être un truc, disons une action itérative, hein. C'est-à-dire, une fois qu'on a remédié et qu'il y a, certaines options qui sont, toujours pas, «optimales» entre guillemets, on pourra toujours revenir dans cette phase, et enfin, monitorer, regarder, la baseline qu'on a aujourd'hui, créer, aussi, des policies d'alerting, qui aujourd'hui seront envoyées, par mail. Mais encore une fois, dans notre roadmap, c'est prévu d'avoir, cette intégration-là, qui sera faite avec, des solutions de type, SIEM, Sentinel, ou autres, mais aussi une intégration avec, ServiceNow, qui est à venir. D'accord? Donc, sur la première phase, qui est, la phase de discovery, donc l'idée, c'est vraiment, une fois qu'on a onboardé, nos souscriptions, que ce soit Azure, AWS ou GCP, après, 24-48 heures à peu près, on va commencer à retrouver des indicateurs, dans l'outil, et donc, l'indicateur de risque, qu'on pourrait, utiliser ici, ça va être du PCI, qui permet, qui est un métrique qui permet d'avoir, tout simplement, c'est quoi le gap, entre les permissions qui sont assignées, versus les permissions qui sont utilisées. Et par la suite, on pourra évidemment avoir le détail en naviguant, sur, la partie, usage, analytics, qu'on va voir aussi, tout à l'heure. Donc, après cette phase d'analyse, d'assessment, donc on pourra utiliser la solution, intra-permission management, pour, non seulement, retirer, les, permissions excessives qui n'ont pas été, utilisées, faire du just in time access, ou bien, donner des permissions, on demand. Donc là, j'ai aussi prévu pour vous, une petite démo dans mon environnement de test, qu'on pourra voir ensemble. Et enfin, la dernière phase, on a fait un assessment, on a créé des policiers de rémédiation. Donc là, maintenant, on va pouvoir, soit, aller rechercher des informations en particulier, sur un utilisateur, ça c'est ce que vous voyez sur la petite animation, ou alors, utiliser, la précision du machine learning pour générer des alertes, lorsque, par exemple, on a des anomalies, quelqu'un qui accède à une ressource, en dehors du créneau horaire, habituel, ce genre de choses-là, on va pouvoir, du coup générer, une alerte. Encore une fois, qui bientôt, pourrait être renvoyé de façon native, vers une solution de type SIEM, afin que les équipes sécurité puissent réagir le plus rapidement possible. Très bien. Maintenant, la solution intra-permission management s'intègre, avec les 3 principaux, cloud service providers. Il y en a d'autres, il y a Alibaba et autres, mais aujourd'hui, ce sont les 3 qui sont, supportés. Azure évidemment, AWS et GCP. Sur le marché, vous avez aujourd'hui, d'autres éditeurs de CSPM, qui commencent aussi à alors d'autres éditeurs de sécurité historique plutôt, qui commencent à rajouter, la brique CSPM, en top de leur offre. Mais si vous regardez un peu dans les détails, vous allez trouver que peut-être certains ont uniquement un focus sur AWS, d'autres ne supportent même pas GCP, et aussi sur la partie Azure. Donc, si vous avez cette discussion avec les clients et que vous avez des éditeurs historiques, je n'ai pas envie de donner de nom aujourd'hui, mais qui vont, qui vont rajouter la brique CSPM, rassurez-vous lorsque vous comparez ces 2 solutions, à savoir, est-ce que Azure est supporté? Est-ce que AWS est supporté? Est-ce que GCP est supporté? Et en fonction du besoin du client, du coup, quelle serait, la solution, CSPM qui répondrait le mieux, aux besoins du client? Donc, maintenant sur ces, 3, service providers, on n'a pas exactement les mêmes noms pour les mêmes fonctionnalités, sinon ce serait pas drôle. Et donc en fait, la terminologie qui va être utilisée, par la solution, CSPM, de Entra Permission Management, ça va être, une terminologie un peu, on va dire un peu chapeau. Mais donc là, vous le verrez sur cette slide, en fait, comment est-ce qu'on va, mapper,
les informations et le nommage, entre guillemets, le naming convention qu'on va retrouver sur la partie intra-permission management et l'équivalent du coup sur les différents cloud service providers. Par exemple, je sais que sur Amazon, on parle beaucoup de DC2, donc c'est les machines virtuelles sur Azure et c'est du Compute Engine au niveau de GCP et du coup, vous avez l'équivalent sur les autres services qu'on va retrouver sur les différents service providers. OK? Très bien. Donc il y a une autre terminologie, aussi qui est importante, lorsqu'on va, par exemple, faire un onboarding, de la solution Intra-Permission Management, à savoir, par exemple, chez AWS, est-ce qu'on prend uniquement l'Organization Unit? Il va y avoir un ID qu'on va pouvoir utiliser, donc du coup, qui est à peu près l'équivalent, d'une souscription, sur Azure. En fait, là, vous allez retrouver à chaque fois, par exemple, le management group ou bien le GCP folder. Donc ça, c'est des éléments à quand même à avoir en tête lorsque on va partir faire un onboarding. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas obligé d'onboarder la totalité des services qui se trouvent sur le cloud service provider. Donc, on peut choisir et c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Donc, et là, je vous promets, c'est la dernière slide où on va vraiment avoir beaucoup de contenu. Alors, je ne vous demande pas d'apprendre tout ça par cœur aujourd'hui, hein. Sachez que vous allez avoir le PDF qui sera disponible, mais ça servira plutôt de référence si jamais vous devez déployer la solution Intra-Permission Management, que vous posez des questions, en l'occurrence, à savoir, par exemple, Authorization System, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi, identity dans le contexte d'intra-permission management? Ça veut dire quoi aussi le PCI, Permission Creep Index, qui a un métrique, comme on l'a expliqué aussi tout à l'heure, et aussi, bah, du coup, c'est quoi la définition de ressources chaîne. Très bien. Maintenant, passons rapidement dans l'interface utilisateur. En fait, là, je vous montre juste rapidement les slides que nous avons préparés pour vous, juste pour servir de référence. Et bah, par la suite, je vais me connecter sur mon interface Intra-Permission Management et on va le voir ensemble, tout simplement. D'accord? Je pense que ça va être un peu plus vivant, du coup, si je le fais en live. Et donc là, je vous propose de partager mon écran. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. On est là pour ça. OK, très bien. Donc là, je suis dans mon environnement intra-permission management, comme vous pouvez le constater. Là, ici, je vais retrouver mes deux cloud service providers que j'ai onboardés dans l'outil. On pourrait évidemment avoir un troisième GCP, mais chez moi, pour le moment, c'est uniquement les deux que j'ai. Et là, si je switch, par exemple, sur la partie AWS, donc là, on va voir que mon PCI, il est quand même beaucoup plus élevé que ma souscription sur Azure. Et si je clique ici, par exemple, bah, j'aurai un peu plus de détails, en l'occurrence sur bah, le nombre total d'utilisateurs que j'ai dans mon environnement, et puis bah, les utilisateurs qui ont un niveau high, medium ou low, par exemple. Et on va aussi voir ici plus bas quels sont les key findings. Est-ce que j'ai des utilisateurs qui n'ont pas de MFA activé? Est-ce que j'ai des utilisateurs qui sont inactifs? Donc là, moi ici en l'occurrence, oui, donc j'en ai un certain nombre. Et en fait, si je clique sur ce lien, il va me renvoyer directement vers le rapport Inactive Users, où je vais voir Alice et Bob. Je suis sûr que c'est des gens que vous connaissez forcément, et donc qui ont le niveau max de permission possible et qui ont été assignés dans mon environnement, mais pour lesquels il n'y a pas vraiment eu d'utilisation au cours des derniers mois. D'accord? Et donc, si là, je pars plutôt sur le menu Analytics, donc là, ça va me permettre d'avoir un peu plus de détails sur justement
mes différentes identités. Alors, je ne dis pas forcément user, mais mes différentes identités avec le niveau de permission qui sont assignés. Et ça fait combien de temps, en fait, que le permission clip index, il est élevé. Et j'ai cette possibilité-là d'aller zoomer pour chaque utilisateur, et de voir, OK, bah, pour Alice, par exemple, je vois qu'il y a un certain nombre de permissions et de rôles qui sont assignés. Mais au final, Alice ne s'est jamais connectée sur mon environnement. Et donc là, du coup, on va se poser la question, rappelez-vous dans les différentes étapes sur la partie immediate, du coup, est-ce que ça vaut le coup de garder cette permission active pour Alice ou bien alors, du coup, est-ce qu'il vaudrait mieux tout simplement, disons, retirer ces permissions-là. Après, il y a un exemple que j'aime bien prendre aussi, c'est que peut-être que vous avez des break glass accounts sur lesquels il n'y a pas de MFA qui sont activés et sur lesquels c'est des comptes qui n'ont pas été utilisés parce que par définition, c'est des comptes d'urgence. Et donc là, on a la possibilité de rajouter des exceptions justement sur ces comptes parce qu'on a tous besoin d'avoir un emergency, un compte d'urgence au cas où, par exemple, le service de MFA ne fonctionnerait plus. Donc vraiment, sur la vue analytics ici, on a cette possibilité-là, en fonction du système d'autorisation, d'autorisation système qui, c'est uniquement la définition du provider de cloud, hein, tout simplement. Et donc là, si je reviens, par exemple sur, la partie, Azure, donc là, je vais voir, j'ai un utilisateur qui a quand même aussi un certain nombre de permissions. Donc ça, c'est celui que j'utilise pour, mon environnement de test, mais on va aussi avoir des informations similaires sur d'autres utilisateurs que j'ai aussi dans mon environnement qui n'ont pas forcément beaucoup de permissions et on va voir le delta entre ceux qui sont assignés et ceux qui sont utilisés. Pour résumer, la partie analytics sera vraiment utile lorsque vous voulez justement faire cette investigation-là à partir du service provider pour comprendre c'est quoi le delta entre les permissions assignées et les permissions utilisées. C'était quand la dernière fois que la personne s'est connectée, si le nombre de ressources auxquelles la personne a accès. Donc ça, c'est vraiment le menu analytics. On en avait parlé aussi un peu la dernière fois. Maintenant, revenons sur la partie rémédiation. D'accord? Si je reviens ici, par exemple, sur Azure et que je choisis la partie permission, donc là, je le refais, et je cherche par exemple Steven Blue, par exemple. OK. Donc ça, c'est un utilisateur que j'ai dans ma souscription Azure qui a un certain nombre de permissions qui sont assignées. Et on pourra même vérifier cela ensemble en venant ici sur le portail Azure. D'accord? Je suis sûr que vous êtes tous familiers de cette interface. Et on va voir ici que, effectivement, alors, je vais juste faire un refresh. Pour mon utilisateur, Steven Blue, il va avoir, ces permissions-là, AgFood par exemple, honnêtement, je ne sais pas exactement à quoi ça sert, mais c'est pas l'objet. Donc là, je pourrais revenir, ici et dire, par exemple, la partie, AgFood, heu, ouais, c'est bien AgFood, je veux pouvoir, la retirer. Donc je vais, retirer ce rôle et je vais faire un submit. Donc, lorsqu'on onboard la solution Entra Permission Management, en fait, on a deux options. Soit en fonction des permissions qu'on va assigner, on va le voir tout à l'heure, soit on est en mode, on peut uniquement, en mode read-only, c'est-à-dire on peut uniquement lire les permissions et lire les logs, mais on n'aura pas cette possibilité-là de partir et de modifier la configuration. Donc, ça, c'est une option qui est possible. Ou alors, on peut permettre à la solution Entra Permission Management de modifier des policies sur Azure, par exemple. Donc, dans tous les cas, si cette permission de pouvoir interagir automatiquement n'est pas activée, on a toujours cette possibilité-là
de générer un script, par exemple, et puis de télécharger le script et puis de fermer. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Mais moi, chez moi, j'ai cette possibilité-là d'exécuter automatiquement ce change request. Donc, cette information va être envoyée justement à Azure. Donc, ça va prendre allez, quelques secondes, c'est du quasi temps réel, si mon environnement de démo fonctionne correctement aujourd'hui. Et on va pouvoir vérifier dans quelques petites secondes si la permission AgFood qui était assignée précédemment à Steven Blue, si elle est toujours active ou bien si on a pu l'enlever de façon automatique. D'accord. Donc en fait, ce dont je parlais sur le statut, contrôleur, c'est-à-dire cette possibilité-là, de pouvoir, interagir, mais avec des droits et des permissions qui permettent de modifier la configuration. Donc ça, en fait, on va le retrouver ici sur le contrôleur status, s'il est enabled. Donc là, ça veut dire qu'on va pouvoir aller, interagir et modifier, par exemple, la configuration sur, Azure, AWS ou GCP. Alors, donc là, j'ai, mon action qui est, passée en mode success, et donc ce que je vais faire, je vais réactualiser cette page, et donc là, vous remarquerez qu'effectivement, la permission, AgFood, qui était assignée, à mon utilisateur, Steven Blue, a été retirée de façon, automatique. D'accord? Et ça marche aussi, tout à fait dans l'autre sens. C'est-à-dire si, je veux toujours prendre, Steven Blue, hem et que je veux lui, rajouter, soit un rôle, par exemple, ou soit, voilà, rajouter d'autres permissions, ici, par exemple. C'est des choses que je pourrais faire. Je vais cliquer sur execute, et du coup, automatiquement, ça va interagir avec Azure et ça va permettre de créer, des permissions additionnelles pour cet utilisateur. OK? Très bien. Donc maintenant, revenons sur, la partie, rôle et policy templates. Donc là, si on se met un peu dans le cheminement de la démo, donc là, moi, j'ai des utilisateurs qui ont un certain nombre de permissions, hem, dont ils n'ont pas tous été, utilisés et que, j'ai une stratégie, des zero trust, dans mon organisation et je veux, appliquer le principe de least privilege. Et donc là, dans ce cas, je vais partir ici sur, la partie, policy. Je vais choisir Azure. Alors là, je reviens juste là-dessus. Plutôt rôle et policy. Je vais cliquer et aller chercher, mon environnement Azure. Je vais créer une policy. Là, je reviens ici avec mon autorisation système. Et donc là, pour créer cette stratégie-là, j'aurai, plusieurs options. Est-ce que je veux créer un nouveau rôle? Est-ce que je veux, créer un rôle depuis un rôle existant et puis, faire quelques modifications? Est-ce que je vais plutôt me baser sur l'activité du groupe? Là, pour cette démo, je vais plutôt me baser sur, l'activité de l'utilisateur. Et donc là, j'aurais ici, c'est quoi la timeline? C'est-à-dire, est-ce que je veux partir jusqu'à 90 jours, ou est-ce que je veux me baser plutôt sur, l'activité de l'utilisateur au cours des, 60-30 derniers jours? Sur cette partie remédiation, vous allez peut-être avoir un pushback, de certains clients qui vont dire: «Oui, mais, hem, voilà, moi je veux pas que mon admin demain, il ne puisse pas faire son travail». Il est important de noter que, on va se baser sur l'usage réel, sur les 90 derniers jours. Donc à moins que, l'admin ait été en vacances, pendant les 90 derniers jours ou que, il ait eu à faire d'autres tâches en dehors des tâches qu'il a l'habitude de faire. Généralement, sur les 90 derniers jours, on arrive quand même à capturer, l'essentiel des permissions qui sont nécessaires, au business ou en tout cas,
aux différentes tâches d'un utilisateur en particulier. Et donc, ça peut être une bonne baseline. C'est ça, c'est ce que je veux dire, sur les 90 derniers jours. Et ça, c'est l'expérience qu'on a sur le déploiement de cette solution auprès de d'autres clients ou d'autres partenaires. Donc, là, revenons-en pardon, à mon utilisateur Steven Blue, par exemple. Donc là, je vais choisir, je vais faire Next. Et donc là, on va voir du coup bah, quelles sont les permissions, les tâches qui sont pardon, disponibles pour cet utilisateur en particulier. Et donc là, et quelles sont les tâches qui sont plutôt, entre guillemets, utilisées. D'accord? Donc là, je vais dire rôle Steven. OK. Je ne suis pas très bon dans les pour choisir les noms des stratégies, mais bon, ça devrait le faire. Je vais faire next. Et donc là, il va me sélectionner les 146 rôles que mon utilisateur aurait, réellement, utilisés au cours des 10, au cours des derniers 90 jours. Et donc j'aurai, ici, la définition, du rôle. Donc si, par exemple, la stratégie auprès du client, c'est de ne pas pousser ces stratégies de façon automatique mais plutôt utiliser des solutions comme Terraform ou du CI/CD, par exemple, dans le cadre du DevOps. Donc là, on peut tout simplement télécharger le fichier JSON avec le script qui va avec et du coup, remettre ce script-là à la solution qu'on va utiliser pour faire du DevOps. Moi, dans mon environnement et pour cette démo, je vais pouvoir, appliquer, cette, stratégie, automatiquement. Donc ce qui va lancer, la création, d'un nouveau rôle, sur, mon environnement, Azure. Donc là, encore une fois, ça va prendre, généralement quelques secondes pour pouvoir le faire. Et donc là, si je reviens, par exemple, dans mon environnement Azure, sur ma souscription, je vais prendre celle-là, mon access control. La partie role assignment. Et donc là, si je filtre par exemple par rôle type ici, voilà, custom role. Et donc là, effectivement, on va retrouver l'ensemble des rôles qui ont été créés, poussés automatiquement depuis la solution Intra Permission Management. Donc, pour la plupart, hein, ils ont le préfixe CK role et puis la description créée par CloudNox. Et donc, une fois qu'on a maintenant ces rôles définis, entre guillemets, dans l'outil, bah, on peut tout simplement partir et puis faire de l'assignment et donner ces rôles à des utilisateurs. Donc, l'action, elle peut vraiment être semi-automatique dans le sens où toute la partie où il faut vraiment aller créer le rôle, identifier individuellement quels sont les rôles qui sont utiles pour telle ou telle tâche. Ça, on peut la pousser automatiquement dans la souscription Azure, par exemple. Et après, bah, pour assigner ce rôle à un utilisateur ou à un groupe d'utilisateurs, ça, c'est quelque chose qui peut être fait manuellement. Cette partie automatique, c'est une fonctionnalité qui est plutôt appréciée, de la plupart des clients et aussi si on compare, par rapport à d'autres, solutions de type CSPM, donc il y a, énormément de copy and paste, de copie du détail sur les rôles, entre une console et une autre. J'insiste juste un tout petit peu là-dessus, c'est si vous avez, cette discussion avec les clients, donc aussi, mettez l'accent sur le fait que ça peut être fait, automatiquement sans nécessairement avoir un impact, sur la production. Parce que là, en l'occurrence, il s'agit uniquement de la création d'un rôle avec les différentes permissions, qui permettraient à un utilisateur de faire son travail, mais de ne pas avoir, de trop de permissions inutiles non plus. D'accord? Donc là, je vais juste faire une pause pour voir. Faria, je suppose que tu checkes le chat pour voir s'il y a des questions. En tout cas, n'hésitez surtout pas.
Très bien. Pardon. Donc là, je reviens dans ma console Entra Permission Management. Donc là, on a vu un peu comment retirer ou ajouter des permissions à un utilisateur, comment créer un rôle basé sur l'usage réel des différentes permissions. Donc, on aura aussi la possibilité ici de faire des requests. Donc, disons, par exemple, que je vais ici créer, disons, une demande pour un utilisateur. Donc, ça, on va voir là. Et là, on va dire, par exemple, pour mon compte. Ça peut être fait aussi pour le compte de quelqu'un d'autre. Donc, on va dire, je veux un rôle. Disons, je vais en prendre 2 ou 3 au hasard. Je vais faire Next. Et là, je vais mettre pour un projet de migration. Est-ce que ce rôle, je le veux maintenant? Est-ce que je le veux de façon récurrente, par exemple, voilà, tous les jours à une certaine heure? Est-ce que je le veux toutes les semaines, tous les mois, etc. Là, ça peut être aussi très utile pour les service principals. L'exemple que je donnais précédemment pour un script, par exemple, qui tourne une fois par semaine. Donc, on peut imaginer assigner justement cette permission-là pour le script et une fois par semaine. Donc là, je vous prie de m'excuser 30 petites secondes. Je vais juste boire un verre d'eau et je reviens. Juste pour répondre à la question qui vient d'être posée, donc si c'est possible de voir les tâches en échec d'un admin pour troubleshooter. Alors oui, dans la partie audit, il est possible de sélectionner une souscription, voilà, en particulier. Je vais peut-être partager mon écran rapidement. C'est possible donc dans Audit, avec Intra Permissions Management sur n'importe quel cloud, de sélectionner la souscription qui nous intéresse et de requêter jusqu'à 1 an, voilà, 1 an d'activité sur la base des éléments qui sont remontés dans le produit. Donc, on peut aller jusqu'à 1 an d'activité. On peut sélectionner son admin, donc filtrer sur username par exemple, voilà, et de sélectionner l'admin en particulier, sachant que ce produit ne gère pas que les comptes admin, on va vraiment gérer toutes les identités, donc admin, user standard, manage ID, application, voilà ce qu'on veut. Et une fois qu'on a sélectionné l'identité qu'on veut monitorer, on va aller sélectionner ici, donc toujours dans nos requêtes out of box, on va sélectionner un state, voilà, ou on va prendre is or is not, error par exemple, ou success, voilà, ou authorization failure. Donc ça nous permet, je ne sais pas si j'ai assez de données pour... bon, pour cette identité, j'ai rien, mais ainsi, par exemple, on peut savoir exactement les tâches qui ont été effectuées, ce qui a été autorisé, échoué ou pas. Voilà. Est-ce que cela répond à la question? Geoffrey? Ok, on va peut-être le laisser reprendre dans le chat. Si, reprendre, Parfait. exactement. Donc, Je te laisse la main. ouais, merci, tu m'as sauvé là. J'étais en train de m'étouffer tout seul chez moi ici. Donc là, je vais repartager mon écran, revenir un peu sur ce que je disais par rapport à cet utilisateur, ce service principals, par exemple. Et on va dire, voilà, je veux le droit qui soit assigné immédiatement pour 4 heures. Je vais faire un schedule, un submit. On en avait un peu parlé la dernière fois. Aujourd'hui, l'OTP, il est envoyé par mail. Euh, mais généralement, les utilisateurs admin n'ont pas nécessairement une boîte mail qui est rattachée. Donc ça a quand même créé quelques difficultés, on va dire, dans pas mal de déploiements pour utiliser cette fonctionnalité. Sachez qu'on est en train d'étudier la possibilité d'intégrer justement la partie OTP à Microsoft Authenticator App. Donc là, en l'occurrence, bon, là, c'est un OTP de 4 lettres que j'ai reçu par mail.
mais juste pour info, ça va changer bientôt. Je ne peux pas vous dire exactement quand, mais en tout cas, on va pouvoir intégrer cette demande automatiquement à l'application Authenticator App. OK? Donc là, ce qui va se passer maintenant, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais j'ai reçu un nouveau courrier où, en fait, moi, dans mon environnement de démo, je suis la personne qui est habilitée à accepter les demandes de permission. Donc là, je vois ici, par exemple, j'ai le détail voilà, de pourquoi est-ce que cette personne elle veut cette permission supplémentaire. Et donc là, je peux revenir ici. Je vais juste déplacer ça, faire un refresh. Donc là, alors, je vais juste fermer ça. Hop. Voilà, donc là, j'aurai un certain nombre de requests qui vont arriver. Donc là, de nouveau, il devrait arriver bientôt. Mais dans tous les cas, je peux venir là et faire soit approve, soit delete. J'ai aussi la possibilité de faire ici sur cette fenêtre. Même si, enfin, c'est en passant la souris en fait que ça s'affiche. J'ai trouvé que ça c'était assez drôle. Mais en tout cas, on a cette possibilité-là de faire approve. Et si on approuve, on aura aussi un mail avec un ETP qui sera envoyé directement à la personne habilitée à faire à valider les demandes de permission. D'accord. Donc, rapidement, il y a une autre solution, en tout cas une autre fonctionnalité sur laquelle je voulais m'attarder un tout petit peu. C'est la fonctionnalité autopilote qui n'a rien à voir avec ce qu'on a à côté Intune. Mais là, en gros, l'idée, si je fais par exemple prendre, créer une nouvelle règle, c'est de dire, OK, on va par exemple supprimer, si je mets 11, on va pouvoir, je ne sais pas si vous arrivez à voir ou pas, je vais zoomer un petit peu. On va pouvoir supprimer un certain nombre de rôles qui ne sont pas associés à une instance ou qui ont été créés, ou enfin, qui ne sont pas des services rôles, etc. Enfin, je vous laisserai lire, hein. Là, vous avez le détail sur AWS et sur la partie Azure. On va pouvoir aussi, par exemple, enlever automatiquement les permissions pour les applications non utilisées. Je fais Next, je fais Configurer, je fais Save. Et donc là, pour le coup, ça va créer de façon automatique justement cette fonctionnalité d'aller rechercher et puis supprimer, par exemple, les rôles qui n'ont pas été utilisés. D'accord. Et pour chaque règle qu'on va pouvoir renseigner ici, on peut soit la mettre en on ou off, mais aussi on peut aussi lui demander de générer des recommandations et voir les recommandations si jamais il y en a. Et en fonction des recommandations, on va pouvoir, par exemple, valider ou pas la suppression des rôles qui sont non utilisés dans mon environnement. D'accord. Donc, Faria en a parlé tout à l'heure. Il y a aussi cette fonctionnalité-là qui permet d'aller interroger donc, les logs d'audit, pas uniquement pour les admins, mais aussi pour tous les utilisateurs. Et si je regarde par exemple et que je recherche un username, on va dire par exemple celui-là dans mon environnement de test, je vais regarder, bon, sur les derniers jours, il n'y a pas grand-chose, mais je peux modifier ici la requête pour aller rechercher sur les 90 derniers jours. Et donc là, pour le coup, on va voir les différentes tâches que j'ai activées sur mon tenant. On va voir que là, j'ai fait des formations, là, j'ai activé des private previews. J'ai fait ça, c'est vraiment un audit log qui permet de ressortir vraiment tout ce qui a été fait par un utilisateur en particulier. Mais là, on peut voilà, rajouter tout un tas d'autres critères si on sait exactement le type d'information qu'on recherche. D'accord? Donc, tout en restant dans la partie audit, on aura aussi cette possibilité-là de créer des alertes basées ici, par exemple, sur des anomalies. Donc là, ça va être des policies qui sont prédéfinies. Donc
Donc là, on n'a pas énormément d'options ici à date, par exemple, de créer quelque chose de custom. Mais en tout cas, ça peut être un bon début pour voir, par exemple, sur la partie Azure, si je fais rule 10, par exemple. Donc, toute ressource qui a été, dont on a accédé la première fois, et les identités qui vont faire aussi des tâches un peu particulières pour la première fois. Donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir détecter. Donc là, je vais juste faire ça, par exemple, et sélectionner Azure, faire Save. Et du coup, là, ça va me créer automatiquement cette règle-là. OK? On pourra aussi en créer d'autres, mais plutôt basées sur l'analyse statistique. Et si je fais créer un trigger, et donc là, ça va plutôt ici utiliser comme information le nombre de fois qu'une certaine tâche a été accomplie dans un service, dans un provider cloud, que ce soit Azure, AWS ou GCP, ici vraiment peu importe. Mais en tout cas, on va se baser sur la partie statistique. Et à date, on n'a pas trop la possibilité d'interagir sur ça veut dire quoi, high number? Est-ce que c'est 90? Est-ce que c'est 100? Est-ce que c'est 20? Est-ce que c'est 30? Donc, si vous avez des clients ou si vous-même, lorsque vous essayez d'implémenter cette solution, vous voyez que ça, c'est des informations dont vous pourriez avoir besoin, n'hésitez pas à nous les remonter. Nous, on pourra aussi remonter cette information à notre tour aux équipes ingénierie qui pourront regarder et puis potentiellement rajouter des options supplémentaires dans le futur. D'accord? Et enfin, la partie rapport. Et donc, aujourd'hui, c'est des rapports qui peuvent être, entre guillemets, générés au format CSV. D'accord? Je vais faire ça. On va choisir les identités. Allez, juste pour vous faire un exemple très rapide. Aujourd'hui, le format, il est uniquement CSV et en fait, il sera envoyé par mail. C'est pas forcément très simple à exploiter, surtout si on veut faire une présentation derrière à un client. Pour info, on aura cette possibilité-là très bientôt. Je peux pas vous dire exactement quand, mais très bientôt, de générer le rapport au format PDF. Et donc, ce qui, je pense, va faciliter quand même un peu la vie des personnes qui font du risk assessment. Parce que lorsque le client vous demande un rapport et qu'on envoie un fichier CSV, en tout cas, c'est toujours mieux que ce soit présenté sous un format PDF, par exemple. Justement, Samba, Oui. hier, il y a eu des annonces pour les partenaires qui étaient dans le call hier. Il y a eu une nouvelle fonctionnalité sur le rapport Permissions Analytic Report, qui est le plus important, vraiment le plus important pour réaliser un risk assessment. Et celui-là, on peut déjà le télécharger en PDF. Et c'est vraiment très, très intéressant. C'est Ah, en public preview, yeah. OK, OK, good, good. Je n'étais pas dans C'est le ça. call hier, donc c'est bien. Très bien, très bien. Excellent. Donc là, il nous reste 8 petites minutes. Je voulais quand même revenir rapidement sur les différentes étapes pour faire un onboarding sur la partie Azure, AWS et GCP. Donc, en termes de prérequis, donc là, vous allez le voir, hein, quelles sont les permissions qui sont nécessaires. Et aussi, comme prérequis, la création d'une app dans Azure AD. Mais vous avez tous ces détails qui sont expliqués dans la documentation. Donc là, sur la partie intra-permission management, donc, là, vous allez avoir encore une fois des applications qui sont déjà créées. Je vous invite à les vérifier. Et lorsqu'on se connecte, par exemple, là, la première fois sur une console EPM, vous allez naviguer sur Data Collector. On va par exemple choisir ici, dans ce cas précis, d'onboarder Azure. On va sélectionner Azure, Create Onboarding Configuration. Et donc là, dans ce cas, on va avoir différentes options. Est-ce que on veut manager automatiquement toutes les souscriptions
ou bien est-ce qu'on veut uniquement choisir des souscriptions en particulier? Donc là, c'est ces options que vous avez là. Et en fonction de ce que vous allez choisir, on va ici automatiquement vous montrer en tout cas quelles sont les commandes PowerShell que vous pouvez exécuter dans Azure, par exemple, pour aller ici créer un role assignment pour l'application qui sera utilisée par la suite. D'accord? Sur la partie AWS, moi, de mon expérience, j'ai trouvé que c'était aussi relativement simple. Donc là, on va le voir pareil, hein, dans les menus settings, Data Collector, on va partir cliquer sur AWS, Create Configuration. Et donc là, pareil, on va aller prendre ici, c'est des champs qui sont prépopulés, par exemple. Et donc là, on va voir les scripts en tout cas les commandes qu'on va rentrer dans Azure CLI ou en PowerShell, hein, par exemple, pour aller appliquer les prérequis sur le tenant. Et une fois que cette première phase a été faite sur Azure, par exemple, on va pouvoir cliquer sur Launch Template, ce qui va ouvrir automatiquement une page sur la console AWS pour continuer la configuration. D'accord? Donc là, pareil, le principe, il est le même, hein. Sur AWS, on peut avoir un master account ID et en fait, ça, c'est l'account ID qui va permettre par la suite de gérer toutes les autres configurations, on va dire, sur l'environnement AWS en lui-même. Donc, soit on le fait automatiquement, soit on entre des autorisations de système individuelles ou des autorisations de système spécifiques. D'accord? Et en fait, c'est de cette template-là que je parlais tout à l'heure. Lorsqu'on clique là-dessus, ça va ouvrir automatiquement une page sur AWS. Je passe rapidement parce que de toutes les façons, vous aurez ce document PDF. Donc, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil si besoin lors de vos différents tests. Et enfin, la partie GCP. Donc là, encore une fois, le principe aussi, il est similaire. On va dans les settings, on va sur Data Collector, on choisit GCP, ensuite Create Configuration. Et donc là, on va, pareil, avoir des commandes à rentrer sur Azure. Par exemple, ici, on va voir, c'est les connecteurs pour GCP ou IDC. Par la suite, on va pouvoir renseigner des informations relatives à GCP, donc en l'occurrence le project number, qui est l'équivalent du numéro de souscription et l'autorisation ID chez AWS. Donc ça aussi, on l'a vu précédemment. Donc on va juste renseigner ces informations et par la suite, du coup, télécharger le script qu'on va pouvoir appliquer dans le système GCP. D'accord? Et après, post-onboarding, et donc là, on va retrouver nos différents cloud service providers que vous verrez ici, AWS, Azure et GCP, qui sont tous ont tous le statut onboarding. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui et il reste du coup 3 petites minutes éventuellement pour les questions.